En dehors de Buckingham Palace, la pluie nocturne tombait à verse, comme pour effacer tous les bruits de la ville. Les lumières dorées se reflétaient sur les anciens murs de pierre, scintillant à travers les fenêtres de verre qui avaient autrefois été témoins d'innombrables banquets royaux. Mais ce soir, il n'y avait ni musique, ni rire, seulement l'écho d'une dispute entre un roi et la femme qu'il avait juré d'aimer pour la vie. Camilla se tenait au centre de la pièce, les yeux froids mais tremblants. Sur la table se trouvait un document qu'elle avait apporté, un testament supplémentaire, qu'elle voulait que le roi Charles signe pour assurer l'avenir de son fils, Tom Parker B.S. Charles, le visage calme mais distant, regarda la dernière ligne avant de poser le stylo. Sa voix était lente et glaciale. Il n'y a de place pour personne qui ne porte pas le nom de Windsor. Les mots tranchèrent l'air comme une lame, brisant tous les espoirs dans les yeux de Camilla. Un instant plus tard, le bruit d'un verre qui se brise rompit le silence. Camilla hurla de désespoir. « Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Je n'ai jamais été que l'ombre de Diana pour toi. » Sa voix se brisa de douleur et de fureur, tandis que Charles restait immobile, regardant par la fenêtre où la pluie tombait toujours sans relâche. À cet instant, un amour qui avait autrefois défié toutes les conventions sembla s'effondrer sous le poids de la couronne et de son pouvoir. S'agissait-il simplement du désespoir d'une mère se battant pour l'avenir de son enfant, ou du premier signe d'une nouvelle lutte de pouvoir se déroulant au sein des murs de la monarchie britannique derrière la rage de Camilla? Était-ce l'instinct maternel ou l'ambition de voir la lignée de Parker Bowles inscrite dans l'héritage des Windsor? Cette nuit-là, les portes de Buckingham Palace se sont fermées. Mais les échos de leur confrontation sont restés dans le cœur de ceux qui en ont été témoins. Et pour comprendre pourquoi cette bataille royale a éclaté, nous devons revenir quelques semaines plus tôt, lorsque les rumeurs sur la santé du roi ont commencé à se répandre. Et la reine Camilla réalisa que le temps n'était plus de son côté. Septembre 2025, la douce bruine qui recouvrait Londres depuis des jours semblait faire écho à la tension à l'intérieur de Buckingham Palace. Derrière ces murs historiques, les médecins de la maison royale avaient discrètement émis un avertissement qui pourrait tout changer. Le roi Charles III, maintenant âgé de plus de 70 ans, montrait des signes évidents d'épuisement. Son emploi du temps était devenu incessant. Cérémonies, audiences, visites diplomatiques, le tout, alors que sa santé montrait un déclin subtil mais inquiétant. Des sources proches du palais ont révélé que ses médecins lui avaient conseillé de réduire immédiatement ses activités, l'avertissant que le stress pourrait aggraver un problème cardiaque sous-jacent. Le roi, toujours le monarque consciencieux, résista d'abord. Pendant des décennies, Charles avait vécu dans l'ombre de deux femmes, sa mère, feu la reine Élisabeth II, et son ancienne épouse, la princesse Diana. Il avait attendu toute une vie pour monter sur le trône, et maintenant, quelques années seulement après le début de son règne. L'idée de ralentir était perçue comme un échec. Pourtant, à huis clos, la réalité était différente. Les longues heures le laissaient las et replié sur lui-même. Ses assistants remarquèrent qu'il ne s'attardait plus aux réunions et ne participait plus à ses discussions habituelles sur l'architecture et l'environnement. Il y avait une pesanteur dans sa voix, et plus d'une fois, il fut vu se frotter la poitrine après de longues cérémonies. Camilla le remarqua aussi, la reine consort, souvent considérée comme l'étrangère qui a gagné, se retrouva maintenant face à une version de Charles qu'elle pouvait à peine reconnaître. Plus silencieux, plus distant, accablé à la fois par la maladie et les regrets. Mais si la lutte de Charles était physique, celle de Camilla était profondément émotionnelle. Son inquiétude n'était pas seulement pour la santé de son mari, mais pour l'avenir de son fils, Tom Parker B.S. Tom avait longtemps essayé de bâtir une carrière indépendante de l'influence royale.
Il avait écrit des livres de cuisine, était apparu à la télévision et avait ouvert une entreprise de restauration ambitieuse à Mayfair, un projet qui avait coûté des millions. Mais à la fin de 2021, le rêve s'était transformé en cendres. Le restaurant ferma au milieu du chaos financier et les tabloïds britanniques eurent le champ libre. Les titres criaient au désastre de 3 millions de dollars du fils de Camilla pour la reine consort. C'était une humiliation. Derrière son extérieur calme, Camilla paniquait. Elle savait mieux que quiconque qu'une fois Charles parti, la machine royale refermerait ses rangs. Ses enfants issus de son premier mariage, Tom et Laura, n'hériteraient jamais de titres royaux, privilèges royaux ou protection royale. Aux yeux froids de la monarchie, ils étaient des étrangers. Et plus Charles vieillissait, plus cette vérité devenait réelle. Ceux qui connaissent Camilla disent qu'elle était tiraillée entre deux instincts. La reine consort pragmatique qui connaissait les règles du jeu et la mère protectrice qui ne pouvait accepter de voir ses fils lutter, tandis que des princes nés d'une autre femme, les fils de Diana, héritaient de tout. Pour elle, cela lui semblait cruellement injuste. Tom avait été à ses côtés bien avant qu'elle n'entre dans le cercle royal. Il avait enduré les moqueries, les chuchotements, le scandale de sa liaison avec Charles, mais à la fin, il n'y avait pas de place pour lui au sein de la maison Windsor. Un soir, elle rencontra en privé son conseiller financier de longue date à Clarence House. Leur conversation, bien que confidentielle, devint plus tard le sujet de spéculation dans toute la presse britannique. Elle voulait, selon certaines sources, explorer les mécanismes juridiques permettant d'assurer la stabilité financière de ses enfants en cas de décès du roi. Un fonds fiduciaire peut-être, ou un ajustement du testament. Rien de trop ostentatoire, mais suffisamment pour garantir que Tom ne serait pas laissé les mains vides. Mais dans les cercles royaux, même les murmures peuvent se transformer en tempête. Lorsque le personnel du palais commença à remarquer des réunions tardives et des enveloppes scellées arrivant à la résidence de Camilla, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. La reine consort tentait-elle de réécrire le testament du roi? Complotait-elle pour détourner une partie de la fortune royale vers sa propre lignée? Les tabloïds britanniques s'emparèrent de l'histoire avec joie. Les titres commencèrent à apparaître. Le plan secret de Camilla pour l'héritage de son fils. Panique au palais et étincelles infernales de Charles dans la lutte pour le pouvoir. En vérité, les actions de Camilla n'étaient pas entièrement motivées par la cupidité. Ceux qui la connaissent bien disent qu'elle était hantée par la peur d'être laissée pour compte. Sa vie avait été une longue bataille pour l'acceptation, et même en tant que reine, elle ressentait toujours la distance glaciale de la tradition. Pour beaucoup à l'intérieur de la firme, elle était tolérée, mais jamais vraiment acceptée. Et quand elle a vu la façon dont William et Catherine dominaient maintenant la scène publique, elle a compris que la monarchie se préparait tranquillement à un avenir sans elle. Alors que la santé du roi déclinait, Charles commença à passer plus de temps isolé à Highgrove et à Balmoral. Camilla lui rendait souvent visite, mais le trouvait de plus en plus distrait. Ses pensées s'attardaient sur l'héritage de son règne, et non sur le bien-être de ses enfants. Il passait de longues heures avec son secrétaire particulier à examiner des documents, des questions de succession, de propriété et de domaine de la couronne. Lorsque Camilla aborda finalement la question d'assurer l'avenir de Tom, elle s'attendait à de la compréhension, peut-être même de la compassion. Au lieu de cela, elle fut accueillie par le silence. Dans les couloirs du palais, certains murmuraient que Charles était hanté par la culpabilité. La culpabilité pour le mal fait à Diana, pour tout ce que son amour pour Camilla avait coûté à la couronne. Peut-être que, dans son esprit, tracer une ligne entre les Windsor et Parker B.S. était sa façon de se racheter. Camilla, cependant, voyait les choses différemment. Pour elle, la distance de Charles ressemblait à une trahison. Après toutes les années qu'elle avait passées à ses côtés, à travers les scandales, l'exil et le ridicule,
Il semblait maintenant se replier dans ce même sens froid du devoir qui avait autrefois détruit leur bonheur. Elle commença à avoir l'impression que les murs de Buckingham Palace se refermaient à nouveau, l'étouffant comme ils avaient étouffé Diana des décennies plus tôt. Et ainsi, par peur, frustration et instinct maternel, elle commença à pousser plus fort. Elle rencontra discrètement des avocats et des administrateurs. Elle chercha des conseils sur la manière de protéger les biens familiaux privés. Elle prit même contact avec des personnalités bienveillantes des médias pour remodeler le récit, se dépeignant comme une mère dévouée, assurant simplement la dignité de son fils. Mais plus elle insistait, plus le palais devenait méfiant. Un haut courtisan aurait déclaré « Sa Majesté semble oublier que la couronne n'est pas héritée par affection. » Un autre initié ajouta « Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de légitimité, et Parker B.S. n'aura jamais de sang royal. » À la fin du mois de septembre, la tension à l'intérieur du palais avait atteint son apogée. Les médecins du roi avaient ordonné du repos, mais l'esprit de Charles était tout sauf calme. Il était tiraillé entre la compassion pour la femme qu'il aimait et le poids inflexible de sa couronne. Il avait tant sacrifié pour Camilla, sa réputation, la confiance du public, voire l'image de la monarchie elle-même. Pourtant, maintenant, face à une décision qui pourrait compromettre la lignée royale, il se trouva incapable de céder davantage. Et c'est à ce moment-là que l'équilibre commença à basculer. Camilla, qui avait autrefois été la puissance discrète derrière le trône, commença à réaliser que son influence avait des limites et que son mari, le roi qui avait autrefois défié le monde pour elle, pourrait bientôt devenir son plus grand obstacle. Mais ce que Camilla n'avait jamais prévu, c'est que Charles, l'homme qui avait autrefois tout risqué pour l'aimer, serait le premier à se mettre en travers de son chemin. La pluie n'avait pas cessé depuis le crépuscule. Elle s'abattait sur les hautes fenêtres de Buckingham Palace, chaque goutte résonnant à travers les couloirs de marbre comme un murmure de trouble. À l'intérieur du bureau privé, l'éclat d'un seul lustre illuminait deux personnages assis l'un en face de l'autre, le roi d'Angleterre et la femme qui avait autrefois défié une nation pour être à ses côtés. Les mains de Camilla tremblaient légèrement lorsqu'elle plaça un dossier sur le bureau en acajou poli. Ses yeux croisèrent ceux de Charles. Fermes, illisibles, royaux. « C'est un simple amendement », commença-t-elle doucement, sa voix calme, mais empreinte d'urgence. « Juste quelques signatures. Cela permettra de s'assurer que Tom est pris en charge quand... »« Quand je ne serai plus là, » interrompit Charles, son ton froid, ses yeux fixés sur le feu vacillant. Camilla hésita. « Tu sais ce que je veux dire. Tom n'a personne d'autre. Le restaurant a fait faillite. La presse ne le laisse pas tranquille. S'il t'arrive quelque chose, Charles, ils le rejetteront comme s'il n'avait jamais existé. » Charles referma doucement le dossier, presque avec révérence. Pendant un bref instant, il y eut un silence, le genre qui s'étire, lourd de ce qui reste non dit. Puis il parla, doucement, mais avec fermeté. « Il n'y a pas de place pour ceux qui ne portent pas le nom de Windsor. » Les mots tombèrent comme une lame. Camilla se figea, le regardant avec incrédulité. Le ton du roi n'était pas cruel, mais il était absolu. La voix du devoir, pas de l'amour. Sa respiration s'accéléra. « Pas de place, » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Après tout ce que j'ai enduré pour toi, après toutes les années où j'ai été traitée de briseuse de ménage, de honte, tu me considères toujours comme étrangère à ton monde. » La mâchoire de Charles se crispa. « Il ne s'agit pas de toi, Camilla. Il s'agit de la couronne. Il y a des limites que même moi je ne peux pas franchir. » C'est alors que quelque chose se brisa en elle. Elle se leva brusquement, la chaise grinçant bruyamment sur le sol. « Des limites, » cria-t-elle. « Tu as franchi toutes les limites pour moi auparavant. Tu as trahi tes vœux, ton pays. Tu m'as fait croire que l'amour était plus fort que les lignées.
Charles leva les yeux vers elle, son expression douloureuse mais impassible. Et j'en ai payé le prix chaque jour depuis. La voix de Camilla se brisa. Tu as promis de me protéger, de protéger ma famille. Ou était-ce juste quelque chose que tu as dit pour apaiser ta culpabilité pendant que Diana était encore en vie? L'atmosphère entre eux devint électrique. Charles se leva lentement, son visage pâle sous la lumière du lustre. « Ne la mêle pas à ça, » dit-il, sa voix basse, mais tremblante. « Pourquoi pas ?» rétorqua Camilla, les larmes lui montant aux yeux. « Elle est toujours là, n'est-ce pas? Dans chaque portrait, chaque murmure, chaque regard qu'ils me lancent quand je traverse ces couloirs. Tu m'as peut-être couronnée reine, Charles, mais pour eux, pour toi, je serai toujours son ombre. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Dehors, le tonnerre grondait à travers la ville. Puis, Charles prononça les mots qui mettraient fin à la conversation et peut-être à tout le reste. « Camilla, » murmura-t-il, « tu es la reine d'Angleterre, mais pas la reine de... » Il se tut. Ce n'était pas crié, pas cruel, mais cela la brisa tout de même. Ses larmes coulèrent librement maintenant, scintillant sous la faible lumière. Elle le regarda, l'homme qui avait autrefois risqué sa couronne pour elle, et ne vit pas un amant, mais un monarque. Un homme lié à un héritage qui n'avait pas de place pour s'aligner. « T'entends-tu même » murmura-t-elle. « Sais-tu à quel point cela sonne froid ?» Charles se détourna, saisissant un verre de vin qui était resté intact sur la table. Sa main trembla légèrement lorsqu'il le leva, puis le reposa sans boire. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» dit-il doucement. « Tu crois que je ne veux pas tout te donner, mais un roi ne peut pas aimer comme un homme. Le trône te prend cela. » La voix de Camilla se durcit. « Alors peut-être aurais-tu dû rester un homme, Charles, pas un roi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle se tourna vers la porte, ses talons claquant sèchement sur le sol de marbre. Les gardes à l'extérieur se redressèrent, mais ne bougèrent pas. Elle s'arrêta une seconde avant de partir, sa voix se brisant une dernière fois. « Tu as dit une fois que nous affronterions le monde ensemble, mais je vois maintenant que tu n'as jamais parlé de mon monde. » La porte se ferma avec un bruit sourd. Charles resta là où il était, fixant la pluie qui ruisselait sur la fenêtre. Le bruit de ses pas s'estompa dans le couloir, puis disparut complètement. Il se laissa retomber dans le fauteuil et fixa le document non signé qui se trouvait devant lui. Son reflet scintillait faiblement dans le verre humide de la fenêtre. Un monarque fatigué et solitaire, pris au piège entre l'amour et la lignée. Les minutes passèrent. Il tendit à nouveau la main vers le verre de vin, mais s'arrêta à mi-chemin. Le feu crépitait doucement, projetant une lumière ambrée sur son visage. Puis, d'une voix à peine audible, il dit à personne « Pardonne-moi ». Dehors, la tempête se renforça, noyant tous les bruits à l'intérieur du palais. Et à partir de cette nuit, personne ne revit plus le roi et la reine ensemble. Le palais tomba dans le silence. Pourtant, à l'intérieur de ces murs, les serviteurs commencèrent à murmurer au sujet d'une promesse rompue, d'un amour brisé et d'une nouvelle sorte de guerre qui avait commencé dans l'ombre. Ils l'appelèrent la guerre de l'héritage. Elle commença tranquillement, presque trop tranquillement, pour les salles résonnantes de Buckingham Palace. Après cette nuit orageuse, lorsque Camilla quitta la résidence royale en larmes, quelque chose changea en elle. Le lendemain matin, avant même que le personnel du palais n'ait débarrassé les plateaux d'argent du petit déjeuner, la reine consort avait déjà passé 2 coups de téléphone discrets, l'un à un avocat privé, l'autre à son conseiller financier de longue date. Il était clair que Camilla se préparait à une nouvelle sorte de bataille. Selon un initié, elle rencontra secrètement 2 avocats dans une maison de ville privée près de Belgravia,
à l'abri des regards royaux. Elle discuta d'autres voies juridiques en cas de changements imprévus dans le patrimoine du roi Charles. L'expression « changements imprévus » semblait assez polie, mais tous ceux qui étaient présents dans la pièce savaient ce qu'elle signifiait réellement. Le testament de Charles et le contrôle futur des biens royaux. La reine consort voulait protéger son fils, Tom Parker B.S., non seulement émotionnellement, mais financièrement. Des rumeurs suggéraient qu'elle avait demandé à ses avocats d'étudier la possibilité de faire siéger Tom au conseil d'administration d'une fondation caritative financée en partie par l'argent royal. Une initiative qui pourrait, à long terme, assurer l'influence et la visibilité du nom de sa famille. Mais lorsque les murmures de ces réunions parvinrent au palais, l'atmosphère changea radicalement. Le prince William fut le premier à en entendre parler. Sa réaction, selon des sources proches du palais de Kensington, fut une fureur instantanée. « Elle dépasse les bornes une fois de plus », aurait-il dit à un confident. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de l'héritage des Windsor. » Catherine, bien que silencieuse, aurait partagé son inquiétude. Elle comprenait mieux que quiconque que la famille royale était encore fragile, essayant d'équilibrer tradition et modernisation. L'idée que le fils de Camilla ait un contrôle quelconque, même symbolique, sur une fiducie royale était tout simplement inimaginable. Mais c'est la princesse Anne qui porta le coup le plus dur. Lors d'une réunion familiale privée, lorsque le sujet fut soulevé, la voix d'Anne traversa l'air comme de la glace. « Nous ne pouvons pas permettre au fils de Camilla de toucher à l'héritage des Windsor, » déclara-t-elle fermement. « Notre lignée n'est pas à négocier. » Les mots piquèrent, non seulement parce qu'ils étaient directs, mais aussi parce qu'ils reflétaient exactement la façon dont beaucoup, dans le cercle royal, considéraient encore Camilla comme une étrangère. Malgré la couronne sur sa tête, malgré les décennies qu'elle avait passées aux côtés de Charles, elle était toujours, à leurs yeux, une invitée dans une famille qui ne l'avait jamais vraiment embrassée. Pour Camilla, ces mots rouvrirent toutes les vieilles blessures. Elle s'était battue pendant des années pour gagner une place aux côtés de Charles, pour dépasser les ombres de Diana et la haine du public. Pourtant, même maintenant, après toutes les cérémonies, les portraits et les formalités interminables, elle était toujours la femme qui n'appartenait pas à la famille. Les tabloïds britanniques ont été mis au courant de la tension presque immédiatement. Les titres ont crié à une nouvelle faille au palais, à l'agenda secret de Camilla et aux Windsor en guerre. Une fois de plus, les talk-shows ont débattu sans fin. Camilla complotait-elle pour l'avenir de son fils ou se contentait-elle de le protéger comme toute mère le ferait? L'opinion publique s'est divisée en deux camps. Certains ont critiqué son ambition, la jugeant inappropriée pour quelqu'un occupant son poste. D'autres l'ont défendue avec acharnement, arguant que la maternité ne connaît pas de titre, que même une reine a le droit de protéger ses enfants de l'incertitude au sein de Buckingham. Cependant, l'atmosphère était loin d'être sympathique. Le roi Charles resta complètement silencieux. Il ne confronta ni Camilla, ni ne la défendit. Pour beaucoup, ce silence était plus puissant que n'importe quelle explosion. C'était le silence d'un homme tiraillé entre le devoir et l'affection, entre son rôle de monarque et son instinct de mari. Camilla, quant à elle, devint plus agitée. Elle commença à sentir que les murs se refermaient, que chacun de ses mouvements était surveillé, analysé, rapporté. Ses courtisans autrefois loyaux commencèrent à prendre leur distance. Même ses plus proches dames d'honneur devinrent prudentes dans leurs propos. Tard un soir, elle fut vue quittant Clarence House, son expression illisible. Un chauffeur l'escorta jusqu'à une résidence privée où elle aurait rencontré une fois de plus son équipe juridique. Certains disent qu'elle a exigé de voir les projets de documents concernant les divisions d'actifs.
D'autres pensent qu'elle cherchait des conseils sur la manière d'assurer l'héritage de son fils en cas de crise royale inattendue. Pendant ce temps, dans une autre aile du palais, William et Anne auraient rencontré les principaux conseillers de Charles. Leur objectif était clair: protéger le Windsor Trust de toute influence extérieure, même si cette influence venait de l'intérieur de la famille elle-même. La monarchie doit rester intouchable, insista Anne. Elle ne peut pas être diluée par des intérêts personnels. William était d'accord, mais son silence portait un sens plus lourd. Au fond de lui, il se souvenait de sa mère, de la douleur qu'avait endurée Diana à cause de la même femme qui était maintenant assise sur le trône. Pour lui, il s'agissait de plus qu'une question juridique. C'était personnel. Au fur et à mesure que la tension augmentait, le secret augmentait également. Le personnel du palais décrivit un étrange calme s'installant sur la maison royale. Les conversations s'interrompaient lorsque Camilla entrait dans une pièce. Les dossiers disparaissaient des bureaux. Les messages étaient transmis à la main et non par téléphone. C'était comme si chacun craignait d'être pris au milieu de quelque chose de bien plus grand que lui. Pourtant, malgré tout cela, Charles resta en retrait. Sa santé était devenue une préoccupation croissante, et le poids de la couronne ne fit qu'accentuer son épuisement. Certains initiés suggérèrent que son silence n'était pas seulement politique, il était émotionnel. « Il est fatigué », chuchota un assistant. « Il est fatigué des conflits, fatigué de choisir entre les personnes qu'il aime. » Camilla, cependant, prit son silence pour une trahison. Pour elle, chaque dîner silencieux, chaque mot non prononcé, lui rappelait que même son mari s'éloignait, retournant dans le monde froid et insensible des Windsor. « Après tout ce que j'ai abandonné, l'a-t-on entendu dire à une amie, il hésite encore. » Ainsi, alors que le public croyait que le palais était revenu à la routine, derrière ses portes dorées, une autre sorte de tempête se préparait. Non pas une tempête de cris ou de scandales, mais de mouvements subtils et de menaces non prononcées, où les stylos des avocats remplacent les épées et où chaque murmure pouvait modifier l'avenir royal. À la fin de cette semaine, les observateurs royaux ont noté quelque chose de curieux. Camilla avait annulé plusieurs apparitions publiques, invoquant des raisons personnelles. Charles continua seul ses fonctions, paraissant plus pâle et plus distrait que jamais. Après cela, a déclaré un serviteur du palais, personne ne les a revus ensemble pendant des jours. Les couloirs sont devenus silencieux, mais dans ce silence, on pouvait sentir la guerre commencer. Après cette nuit orageuse, lorsque Camilla quitta la résidence royale en larmes, quelque chose changea en elle. Le lendemain matin, avant même que le personnel du palais n'ait débarrassé les plateaux d'argent du petit déjeuner, la reine consort avait déjà passé 2 coups de téléphone discrets, l'un à un avocat privé, l'autre à son conseiller financier de longue date. Il était clair que Camilla se préparait à une nouvelle sorte de bataille. Selon un initié, elle rencontra secrètement 2 avocats dans une maison de ville privée près de Belgravia, à l'abri des regards royaux. Elle discuta d'autres voies juridiques en cas de changements imprévus dans le patrimoine du roi Charles. L'expression « changement imprévu » semblait assez polie, mais tous ceux qui étaient présents dans la pièce savaient ce qu'elle signifiait réellement. Le testament de Charles et le contrôle futur des biens royaux. La reine consort voulait protéger son fils, Tom Parker B.S., non seulement émotionnellement, mais financièrement. Des rumeurs suggéraient qu'elle avait demandé à ses avocats d'étudier la possibilité de faire siéger Tom au conseil d'administration d'une fondation caritative financée en partie par l'argent royal. Une initiative qui pourrait, à long terme, assurer l'influence et la visibilité du nom de sa famille.
Mais lorsque les murmures de ces réunions parvinrent au palais, l'atmosphère changea radicalement. Le prince William fut le premier à en entendre parler. Sa réaction, selon des sources proches du palais de Kensington, fut une fureur instantanée. « Elle dépasse les bornes une fois de plus », aurait-il dit à un confident. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de l'héritage des Windsor. Catherine, bien que silencieuse, aurait partagé son inquiétude. Elle comprenait mieux que quiconque que la famille royale était encore fragile, essayant d'équilibrer tradition et modernisation. L'idée que le fils de Camilla ait un contrôle quelconque, même symbolique, sur une fiducie royale était tout simplement inimaginable. Mais c'est la princesse Anne qui porta le coup le plus dur. Lors d'une réunion familiale privée, lorsque le sujet fut soulevé, la voix d'Anne traversa l'air comme de la glace. « Nous ne pouvons pas permettre au fils de Camilla de toucher à l'héritage des Windsor, » déclara-t-elle fermement. « Notre lignée n'est pas à négocier. » Les mots piquèrent, non seulement parce qu'ils étaient directs, mais aussi parce qu'ils reflétaient exactement la façon dont beaucoup, dans le cercle royal, considéraient encore Camilla comme une étrangère. Malgré la couronne sur sa tête, malgré les décennies qu'elle avait passées aux côtés de Charles, elle était toujours, à leurs yeux, une invitée dans une famille qui ne l'avait jamais vraiment embrassée. Pour Camilla, ces mots rouvrirent toutes les vieilles blessures. Elle s'était battue pendant des années pour gagner une place aux côtés de Charles, pour dépasser les ombres de Diana dans la haine du public. Pourtant, même maintenant, après toutes les cérémonies, les portraits et les formalités interminables, elle était toujours la femme qui n'appartenait pas à la famille. Les tabloïds britanniques ont été mis au courant de la tension presque immédiatement. Les gros titres ont crié à une nouvelle faille au palais. L'agenda secret de Camilla et les Windsor en guerre une fois de plus. Les talk-shows ont débattu sans fin. Camilla complotait-elle pour l'avenir de son fils ou se contentait-elle de le protéger comme toute mère le ferait? L'opinion publique s'est divisée en deux camps. Certains ont critiqué son ambition, la jugeant inappropriée pour quelqu'un occupant son poste. D'autres l'ont défendue avec acharnement, arguant que la maternité ne connaît pas de titre, que même une reine a le droit de protéger ses enfants de l'incertitude. À l'intérieur de Buckingham, cependant, l'ambiance était loin d'être sympathique. Le roi Charles resta complètement silencieux. Il ne confronta ni Camilla, ni ne la défendit. Pour beaucoup, ce silence était plus puissant que n'importe quelle explosion. C'était le silence d'un homme tiraillé entre le devoir et l'affection, entre son rôle de monarque et son instinct de mari. Camilla, quant à elle, devint plus agitée. Elle commença à sentir que les murs se refermaient, que chacun de ses mouvements était surveillé, analysé, rapporté. Ses courtisans, autrefois loyaux, commencèrent à prendre leur distance. Même ses plus proches dames d'honneur devinrent prudentes dans leurs propos. Tard un soir, elle fut vue quittant Clarence House, son expression illisible. Un chauffeur l'escorta jusqu'à une résidence privée où elle aurait rencontré une fois de plus son équipe juridique. Certains disent qu'elle a exigé de voir les projets de documents concernant les divisions d'actifs. D'autres pensent qu'elle cherchait des conseils sur la manière d'assurer l'héritage de son fils en cas de crise royale inattendue. Pendant ce temps, dans une autre aile du palais, William et Anne auraient rencontré les principaux conseillers de Charles. Leur objectif était clair: protéger le Windsor Trust de toute influence extérieure, même si cette influence venait de l'intérieur de la famille elle-même. La monarchie doit rester intouchable, insista Anne. Elle ne peut pas être diluée par des intérêts personnels. William était d'accord, mais son silence portait un sens plus lourd. Au fond de lui, il se souvenait de sa mère, de la douleur qu'avait endurée Diana à cause de la même femme qui était maintenant assise sur le trône. Pour lui, il s'agissait de plus qu'une question juridique. C'était personnel. Au fur et à mesure que la tension augmentait, le secret augmentait également.
Le personnel du palais décrivit un étrange calme s'installant sur la maison royale. Les conversations s'interrompaient lorsque Camilla entrait dans une pièce. Les papiers disparaissaient des bureaux. Les messages étaient transmis à la main et non par téléphone. C'était comme si chacun craignait d'être pris au milieu de quelque chose de bien plus grand que lui. Pourtant, malgré tout cela, Charles resta en retrait. Sa santé était devenue une préoccupation croissante, et le poids de la couronne ne fit qu'accentuer son épuisement. Certains initiés suggérèrent que son silence n'était pas seulement politique, c'était émotionnel. « Il est fatigué », chuchota un assistant. « Il est fatigué des conflits, fatigué de choisir entre les personnes qu'il aime. » Camilla, cependant, prit son silence pour une trahison. Pour elle, chaque dîner silencieux, chaque mot non prononcé, lui rappelait que même son mari s'éloignait, retournant dans le monde froid et insensible des Windsor. « Après tout ce que j'ai abandonné, » l'a-t-on entendu dire à une amie, « il hésite encore. » Ainsi, alors que le public croyait que le palais était revenu à la routine, derrière ses portes dorées, une autre sorte de tempête se préparait. Non pas une tempête de cris ou de scandales, mais de mouvements subtils et de menaces non prononcées, où les stylos des avocats remplacent que les épées et où chaque murmure pouvait modifier l'avenir royal. À la fin de cette semaine, les observateurs royaux ont noté quelque chose de curieux. Camilla avait annulé plusieurs apparitions publiques, invoquant des raisons personnelles. Charles continua seul ses fonctions, paraissant plus pâle et plus distrait que jamais. Après cela, a déclaré un serviteur du palais, personne ne les a revus ensemble pendant des jours. Les couloirs sont devenus silencieux, mais dans ce silence, on pouvait sentir la guerre commencer. Le soleil de l'après-midi se déversait doucement sur les jardins de Highgrove House, peignant les pelouses dans des tons d'or et de vert. À l'intérieur, le parfum d'Earl Grey flottait dans l'air, se mêlant au faible crépitement de la cheminée. C'était censé être un thé tranquille entre frères et sœurs. Mais la princesse Anne avait quelque chose de bien plus sérieux en tête. Charles arriva l'air fatigué. Les ombres sous ses yeux s'étaient accentuées ces dernières semaines, et le poids de la couronne et de sa vie privée pesait lourdement sur ses épaules. Anne l'étudia longuement avant de poser sa tasse de thé. Sa voix, calme mais ferme, rompit le silence. « Frère, commença-t-elle, ne laisse pas la peur et l'ambition d'une femme obscurcir ton jugement. Le pays compte sur ta force, pas sur tes sentiments. Si tu te perds maintenant, tu risques plus que ton héritage. Tu risques la foi du peuple dans la couronne. » Charles expira profondément, les traits de son visage se crispant. « Tu crois que je ne le sais pas, » dit-il doucement. « Mais c'est ma femme. Je ne peux pas simplement lui tourner le dos. » Le regard d'Anne s'adoucit, bien que ses paroles restèrent acerbes. « Aimer quelqu'un ne signifie pas renoncer à ta couronne. Tu as une fois laissé l'amour diviser cette famille. Ne laisse pas cela se reproduire, pas quand la nation regarde encore, qu'elle compare encore chaque choix que tu fais avec les siens. » Le nom non prononcé plana entre eux comme un fantôme. Diana. Pendant un moment, Charles ne dit rien. Il regarda vers la fenêtre où les nuages de pluie s'amoncelaient au-dessus des champs, et son reflet sembla presque perdu contre la vitre. Anne sut alors que la plus grande faiblesse de son frère n'était ni la cruauté ni l'orgueil, mais la culpabilité. Quelques heures plus tard, Anne demanda à voir Camilla en privé. La reine entra dans le petit salon avec une grâce mesurée, bien que ses yeux trahissent que la fatigue. Elle avait entendu des murmures selon lesquels Anne voulait lui faire entendre raison. Anne ne perdit pas de temps avec les formalités. « Camilla, » dit-elle, « je ne suis pas là pour te juger. Je comprends ce que signifie protéger quelqu'un que tu aimes, mais il y a une limite et ces derniers temps, tu l'as franchie. » La posture de Camilla se raidit.
Je veux seulement ce qui est juste pour mon fils, répondit-elle. Est-ce si mal? Il a travaillé dur, et pourtant, quoi qu'il fasse, cette famille ne le considérera jamais comme l'un des leurs. Anne se rapprocha, son ton restant ferme. Tom n'est pas un Windsor. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un fait. La monarchie n'existe pas pour assurer le confort de nos enfants. Elle existe pour préserver l'institution qui nous donne à tous un sens. Les yeux de Camilla brillèrent, un éclair de colère se mêlant à la douleur. « Facile à dire pour toi, » murmura-t-elle. « Tu n'as jamais été traitée comme une étrangère. Tu n'as jamais eu à te battre pour être acceptée. » Pendant un moment, Anne ne dit rien, puis elle se pencha légèrement en avant et parla avec une conviction tranquille. « Si tu te soucies encore de la façon dont l'histoire se souviendra de toi, ne laisse pas l'ambition enterrer ton nom. Tu t'es battue pour être reine. Alors agis comme telle. » Les mots frappèrent plus profondément que Camilla ne s'y attendait. La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais aucune réponse ne vint. Anne se tourna pour partir, s'arrêtant seulement une fois dans l'embrasure de la porte. « Il est encore temps, Camilla, » dit-elle doucement, « mais plus beaucoup. » Lorsque la porte se referma, Camilla resta debout, les yeux fixés sur son reflet dans la fenêtre. L'image d'une femme tiraillée entre l'amour, la fierté et la peur. Pour la première fois depuis des années, la reine d'Angleterre sentit le sol sous ses pieds commencer à trembler, et peut-être qu'à ce moment précis, elle réalisa enfin qu'elle était allée trop loin. Après des semaines de silence, le palais rompit enfin son mutisme. Par une froide matinée d'octobre, le bureau de presse royal publia une déclaration signée par le roi Charles lui-même, brève, formelle et d'une clarté inébranlable. Elle disait « Tous les domaines privés et les biens personnels de Sa Majesté seront gérés de manière transparente, conformément au protocole royal. L'héritier légitime et le gardien de l'héritage Windsor reste son Altesse royale, le prince William, prince de Galles. » Ces quelques phrases ont envoyé des ondes de choc à travers la Grande-Bretagne. Le public, longtemps nourri par des rumeurs de tempêtes de succession, avait enfin sa réponse. Il n'y aurait pas d'exception, pas de détournement, pas de réécriture du droit royal. Le trône et tout ce qui s'y rattachait passerait, comme il se devait, au prochain Windsor. Mais derrière les murs de Clarence House, un autre message était délivré. Un message qui n'était pas destiné aux caméras ou aux gros titres. Il s'agissait d'une lettre manuscrite de Charles à Camilla. L'écriture du roi, élégante mais lourde, portait le poids du devoir et du chagrin d'amour. Il y écrivait « Ma très chère Camilla, j'ai fait ce qui devait être fait pour le bien de la couronne et pour la paix de cette nation. Je ne peux pas modifier la ligne de succession, ni placer ton fils à l'intérieur. Mais je te promets ceci, Tom ne manquera jamais de confort. Il sera pris en charge aussi longtemps que je respirerai et au-delà. » Lorsque Camilla lut la lettre, elle ne cria pas et ne jeta rien cette fois-ci. Elle s'assit simplement, le papier tremblant entre ses doigts, et laissa le silence l'envelopper. Une seule larme coula sur sa joue, non pas de rage, mais de reddition. Elle sut alors que sa bataille était terminée, non pas par une victoire, mais par l'épuisement. Pendant des jours, elle resta hors de vue. Les proches royaux la décrivirent comme étant posée, mais distante. Lorsqu'elle réapparut enfin en public, assistant à un événement caritatif dans le Wiltshire, son sourire était parfaitement mesuré, gracieux, poli et désespérément vide. La presse britannique ne perdit pas de temps pour élaborer le récit. La reddition silencieuse de la reine Camilla, lisait-on dans un titre. Un autre disait simplement « Le devoir avant l'amour ». L'opinion publique était divisée. Certains admiraient Charles pour avoir choisi la clarté plutôt que les sentiments, pour avoir protégé la stabilité de la monarchie en des temps incertains. D'autres plaignaient Camilla, la femme qui s'était battue toute sa vie pour être reconnue, pour réaliser finalement
que l'amour dans le monde des couronnes et des serments n'était jamais vraiment suffisant. Ce soir-là, alors que le roi se tenait seul près de la fenêtre de Balmoral, il contempla les champs écossais infinis et murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre. Peut-être était-ce une prière. Peut-être était-ce un regret. Mais une chose était certaine. Avec cette décision, le roi n'avait pas seulement préservé le nom des Windsor, il avait scellé le destin de son propre mariage.